To see if Kamala is a strong speaker who doesn't get sidetracked by anything that Trump does. Trump, to me, seems a little unstable, and I don't like some of the policies I've heard from Kamala. And then Trump's got a little bit of stuff that he did that I didn't really agree with. My biggest fear is that we will become progressive and have a socialist country if we elect Kamala. C'est la veille du débat aux États-Unis. Il sera crucial, tellement c'est serré. Ils vont croiser le fer pour la première fois à Philadelphie. Pire que ça, ou mieux que ça, c'est selon, ils ne se sont jamais rencontrés. Alors imaginez, on les voit arriver dans le studio. Vont-ils se serrer la main? Est-ce que Trump va se comporter comme avec Mme Clinton, essayer de lui souffler dans le dos? Enfin, il y a des règles, mais ce sera probablement le seul débat d'ici le 5 novembre. C'est donc deux candidats au coude à coude. Et dans le fond, c'est un sondage national du New York Times, de CNN hier matin, qui nous a appris que Trump devançait Harris par 1 point de pourcentage. Oui, c'est la marge d'erreur, mais depuis que Kamala Harris avait été désignée candidate, bien, il y avait comme un élan de joie, d'enthousiasme, d'euphorie. Est-ce que tout ça est terminé? Est-ce qu'elle a atteint un plateau? Alors, ça va déterminer les messages demain. Alors, pour faire le point là-dessus, Martine Saint-Victor, stratège en communication et directrice générale d'Edelman Montréal. Bonsoir, Martine. Bonsoir. Heureuse de vous retrouver. Et Piotr Smolar, correspondant à Washington, donc pour notre 24-60 américain. Piotr, vous rentrez de Pennsylvanie. Peut-être que je vais commencer avec vous parce que vous le décrivez bien dans votre papier dans le quotidien Le Monde de ce matin, l'ambiance qui règne. À partir des sondages, dans le fond, si on s'attarde à la Pennsylvanie, on voit bien que rien n'est joué, que c'est encore plus serré. Est-ce que vous êtes d'avis qu'elle a atteint un plateau, que la lune de miel est finie? Qu'est-ce que vous avez observé? Ce qu'on voit bien, c'est qu'on ne voit rien. C'est qu'on n'a pas la moindre idée, on n'a pas la moindre idée comment les choses vont tourner. Ouais. Il faut être très humble et je pense qu'il faut décrocher largement des sondages. Parce que c'est un secteur qui est ultra concurrentiel, qui lui-même est un secteur assez polarisé avec certains sondages peu fiables qui sont pourtant utilisés dans les moyennes ensuite, dans les moyennes nationales, dans les agrégats. Donc je pense qu'il faut être très très prudent. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a cette dynamique pour Kamala Harris en à peine 7 semaines et qui est très forte. Aujourd'hui, on parle d'un plateau. Bon, elle ne pouvait pas non plus continuer à traverser le mur du son pendant les 2 mois jusqu'au scrutin. Ça paraissait irréaliste. Là, effectivement, on arrive à un moment stratégique, celui du débat, où elle va être enfin confrontée à la contradiction et renvoyée à son bilan, c'est-à-dire celui de l'administration Biden. C'est un moment de vérité, à non point douter, mais c'est aussi un moment de vérité pour Donald Trump, qui a eu une partie finalement plutôt aisée fin juin face à Joe Biden, parce que Joe Biden avait fait naufrage seul. Donc là aussi, ça va être une épreuve pour Donald Trump, même s'il a beaucoup plus l'habitude de ces débats présidentiels. Merci. Je ne sais pas si la lune de miel est terminée, mais je pense qu'un bon baromètre, c'est quel genre de couverture médiatique est-ce qu'elle reçoit. Donc on est passé de couverture très élogieuse, on parlait de l'enthousiasme, on parlait de la joie qui était retournée, puis là, depuis quelques jours, on voit des papiers qui sont un petit peu moins reluisants. Il y en avait un il y a 3 jours dans le Washington Post où ce sont des anciens membres de son équipe qui parlaient de son exigence et le papier mettait l'emphase sur le roulement dans le bureau de Mme Harris, ce qui pour moi ne veut absolument rien dire, mais déjà que le Washington Post décide de publier un article comme ça, c'est étrange, mais c'est pour montrer que tout n'est pas rose, qu'il y a des failles, etc. Mais en parallèle, on voit plusieurs républicains qui sortent et qui appuient Mme Harris, donc ça, peut-être que ça peut soutenir le momentum, l'enthousiasme qu'on voit depuis le début de la... Même en s'éloignant des sondages, ce sondage révèle néanmoins, Piotr, que les gens veulent en savoir plus de Mme Harris. Alors demain, est-ce que ça va être la messagère, le message, le caractère, les politiques, selon vous, si vous aviez à parier à partir de ce que sondage devrait dicter? Parce que les équipes, ça s'accroche au sondage, mais dicter comme... La situation, finalement, même si on n'a pas de certitude sur l'opinion publique, elle est assez claire. Il y a aujourd'hui 7 États qui sont en jeu, qu'on peut considérer comme des États pivots. L'Arizona, le Nevada, la Caroline du Nord, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Géorgie et le Michigan.
Et il y a peut-être même un autre très gros lot qui pourrait être sur la table si on en croit les sondages, qui sont très serrés, c'est la Floride, qu'on pensait définitivement hors d'atteinte pour les démocrates. Et à chaque fois, ce qui peut faire la décision, ce sont les électeurs indécis, pas forcément très politisés, qui s'intéressent à la campagne tardivement, et les conservateurs modérés qui ont un peu les poils qui s'hérissent en pensant que Donald Trump est à nouveau candidat. Et bien sur ces deux catégories de population, Kamala Harris a un très gros effort à faire pour les persuader, et c'est exactement ce à quoi doit servir le débat de demain soir. Et dans votre papier, puisque je vais aller à vous, Martine, vous révélez les montants investis en publicité dans ces États. Puis vous, on va montrer le tableau et on va entendre une pub de Kamala Harris aussi. Alors, regardez le tableau ensemble pour voir que les démocrates, juste en Pennsylvanie, mettent 99 millions, les républicains 89. C'est beaucoup d'argent. Commentaire là-dessus, Martine? En fait, je suis d'accord avec Piotr, c'est-à-dire que la première chose, notamment il y a la Floride, et on voit que les deux camps ont investi dans la publicité dans la Floride. Donald Trump a commencé il y a quelques semaines, étrangement, notamment à Mar-a-Lago, qui est son quartier général. C'est peut-être parce qu'il aime se voir à la télévision, c'est ce que certains prétendent. Mais Mme Harris aussi, depuis hier, il y a une nouvelle publicité, hier tard ou tôt ce matin, en Pennsylvanie, en Floride, donc ce qu'on appelle les attaquades. Regardons-la. On va la voir. In 2016, Donald Trump said he would choose only the best people to work in his White House. Now those people have a warning for America. Trump is not fit to be president again. Here's his vice president. Anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States. It should come as no surprise that I will not be endorsing Donald Trump this year. Alors, on ne diffuse pas l'intégralité, mais ce sont tous des proches, des gens qui ont été à la Maison-Blanche ou très près, y compris Pence, qui disent qu'il ne peut pas retourner à la Maison-Blanche, que c'est un danger, au fond. Oui. Le ton est beaucoup plus agressif, là. Le ton est plus agressif, et ce qui est intéressant, ce qu'on a vu hier, c'est une espèce de ballet, une succession de républicains dans les matinales du dimanche matin, et on le sait, c'est si important. Comme une messe. Oui, c'est comme une messe, et un après l'autre, et c'est intéressant parce que... Les Cheney étaient là. Notamment, et puis il y avait aussi des anciens généraux, il y avait des gens de l'intelligence, de la sécurité, et ça, pourquoi c'est important? Parce qu'on sait que ça sera une des attaques contre Mme Harris. C'est-à-dire qu'a fait le Parti démocrate pour la sécurité, pour l'immigration, etc. Et voilà des gens qui sont issus, si on veut, de ces spécialités-là, qui l'appuient. Il faudra voir si ça a un impact, mais évidemment, ça lui donne quand même une avance par rapport à M. Trump sur ça spécifiquement, c'est-à-dire ses appuis qui sont importants. Piotr parlait des indécis. Effectivement, c'est un groupe d'électeurs qu'il faut charmer parce qu'on parle de sondages. Il y en avait un il y a quelques jours qui dévoilait qu'un petit peu plus de 30% des gens veulent en apprendre plus sur Mme Harris, et c'est normal. C'est-à-dire que peut-être que nous, les téléspectateurs qui regardent aujourd'hui, sont férus de politique américaine, donc ils savent tout, mais c'est pas vrai pour tous les Américains, et ils veulent en apprendre plus. Ça fait partie des défis de Mme Harris. C'est dans le sondage du New York Times. Piotr, il y a une autre pub qu'on ne va pas montrer maintenant, là, mais où on dénonce les liens entre Donald Trump et le fameux projet 2025, et que tout ce qu'il retrouve dans 2025 se retrouve même dans des déclarations dans ces différents rallyes. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie de miser là-dessus? Est-ce que la pub va-t-elle faire une différence? Ah oui, là on en est sûr, c'est-à-dire que la focalisation sur le Project 2025 a été extrêmement efficace depuis la fin juin. On a bien vu que les consultations sur Internet ont complètement décollé à compter de début juillet, parce que tout d'un coup, les gens ont éprouvé de la curiosité pour ce projet considéré comme dissimulé et très réactionnaire. Et donc, bien sûr, c'est très efficace. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, notamment depuis 48 heures, c'est que Donald Trump a publié sur son réseau social un message extrêmement inquiétant, promettant des poursuites judiciaires et des peines de prison longues contre des personnes soi-disant impliquées dans les fraudes électorales en 2020, et que globalement, cette menace-là, qui est une menace gravissime, a fait plutôt un four dans la presse américaine. C'est-à-dire que ça a été repris, mais ça n'a pas fait la une des journaux, ça n'a pas été considéré comme quelque chose d'absolument essentiel, un moment fort de la campagne. Et c'est vrai qu'on peut voir ça sous l'angle d'une forme de lassitude qui s'est installée par rapport aux outrances de Donald Trump.
ou une forme de mithridatisation des esprits, ou alors, au contraire, ça témoigne aussi d'une envie générale de tourner la page sur ces outrances. Ouais. Tourner la page sur ces outrances. Mais on a aussi l'impression que même parmi les républicains, ils disent on sait comment il est. Là. Il dit des mensonges, il dit des vulgarités, il est grossier, il est menaçant, il fait peur, mais c'est pas ça qui compte, ce sont ses politiques. Le message qu'on vient de montrer à l'écran, c'est quand même incroyable. Lui qui est condamné déjà dit si je gagne, les personnes qui ont triché, il présume déjà de la tricherie dans les élections, seront poursuivies avec toute la rigueur de la loi, ce qui comprendra des peines de prison de longue durée afin que cette dépravation de la justice ne se reproduise pas. Et en même temps, Liz Cheney a dit qu'il était lui-même un dépravé. Alors, ce message de la fraude électorale, ça fait vraiment partie du message central de Donald Trump. C'est-à-dire, si on perd, c'est parce qu'il y a eu fraude. Et même en s'adressant à un corps policier, il a dit « J'espère que vous allez surveiller pour voir s'il y a de la fraude électorale, ce qui est extrêmement grave. » Je pense que quand Piotr parlait des indécis, c'est vrai que c'est vraiment le public qu'il faut aller chercher. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, il y a un match de baseball à Philadelphie et l'équipe de Mme Harris a acheté une publicité qui est passée au-dessus du stade pendant le match. Donc c'est pour montrer que vraiment il faut arrêter. C'est ça. Il faut arrêter Trump. C'est ça. Donc tous les moyens sont bons. C'est preuve justement de l'importance de cet État de la Pennsylvanie, avec des émissaires qui font le boulot aussi. John Fetterman a fait beaucoup d'interviews, Josh Shapiro aussi. Donc, on voit vraiment que tout le monde met la main à la pâte, justement, pour essayer de conquérir ces États pivots. Je vais vous poser une dernière question, tous les deux, qui fait partie des prédictions que, généralement, on n'ose pas faire. Mais est-ce qu'un jour, Mme Harris, elle devait perdre, va se demander, est-ce que j'aurais dû nommer Shapiro comme colistier, vice-président? On a déjà dit dans nos émissions spéciales que le vice-président, ça avait peu d'impact, à peine 1% sur le vote final. Qu'est-ce que vous en pensez, Piotr? Si tant est que la Pennsylvanie, ça passe ou ça casse? Vous savez, le choix d'un vice-président est bon ou mauvais le soir de l'élection présidentielle. C'est-à-dire, c'est le soir de l'élection qu'on pourra juger si Tim Walz était un bon choix. Il me semble que la complémentarité, l'alchimie personnelle entre les deux est évidente avec Walz et que c'est une donnée très importante et qui présente aussi un caractère rassurant et séduisant dans le Midwest et notamment auprès des indécis. Donc je ne suis pas sûr que Josh Shapiro, malgré tout son talent, aurait forcément été une meilleure carte que lui. La règle première d'un vice-président, c'est « do no harm ». Donc, il ne faut pas nuire au président et je pense que pour ça, c'est réussi pour M. Walz, surtout si on le compare à J.D. Vance et on voit tout le dommage qu'il fait à M. Trump. Je vous dirais que lors de la convention, M. Walz a soulevé la foule beaucoup plus que M. Shapiro, beaucoup plus que M. Buttigieg. Donc, je pense que ça a été un bon choix de Mme Harris basé sur la réaction de l'électorat. La dernière des dernières questions. Les sondages nous révèlent quand même un clivage des genres. Mme Harris, les femmes adhèrent à sa candidature en très, très, très grand nombre et les hommes sont du côté de Trump. Est-ce que vous pensez que les femmes pourraient sauver la candidature de Mme Harris, Piotr? Alors, je pense qu'il y a effectivement ce déséquilibre-là qui aujourd'hui existe. Et dans une étude publiée aujourd'hui par le Pew Center, ce déséquilibre n'est pas aussi prononcé que je m'y attendais. Il y a effectivement plus de femmes que d'hommes en faveur de Kamala Harris. Mais l'enseignement premier, en fait, il concerne d'abord les minorités de couleur. Et c'est extrêmement spectaculaire ce que Kamala Harris a réussi à faire en cette semaine. Elle rassemble très largement et même dépasse les conditions de la coalition de Joe Biden en 2020. Chez les électeurs noirs, c'est une écrasante majorité en sa faveur, au-delà des 80%. Mais on retrouve la même chose aussi, par exemple, chez les latinos. Et ça, on ne s'y attendait pas parce qu'on pensait que c'était plutôt à 50-50 avec Donald Trump. Bon, et là-dessus? Alors, mon chiffre préféré que j'ai déjà répété sur ce plateau, 62% des donateurs au mois d'août, Mme Harris, étaient des femmes. Alors, voilà. La solidarité pour vous. Voilà. Alors, Piotr, merci beaucoup. On se reparle très, très, très bientôt. Merci, Martine, et bon débat demain. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.